Nouvelle édition de Droit de réponse. Nous nous attardons ce dimanche sur la visite du ministre Atangandji dans le littoral et les régions en crise, les sénatoriales 2018. Les nominations des 30 sénateurs restants ainsi que la suite du jeu politique seront également questionnées dans cette édition. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous accueillons à l'instant Flavien Dongo de la rédaction centrale d'Equinox Télévision. Bonjour Flavien, bienvenue. Bonjour Kate et bonjour à nos invités. Eh bien, ce dimanche encore, vous avez la lourde responsabilité de dire pour nous ce que la presse a justement écrit à propos de ces sujets. Oui, comme vous le dites, la presse qui n'a pas dérogé à la tradition, comme vous le savez également, que la presse relaie toujours l'information telle que, en tout cas donnée par les acteurs. Pour ce qui est justement du ministre de l'administration territoriale qui a séjourné dans la capitale économique, on a compris avec notamment le journal Le Matin, le Cameroun Matin, qui relevait que Paul Atangandji, qui a engagé donc une visite de travail dans les régions du Cameroun depuis quelque temps et depuis sa nomination, et particulièrement dans la région du littoral, est un messager de la paix du chef de l'État, selon le tabloïd, donc qui est à côté donc de la paix. Il y a le dialogue à travers la sensibilisation et même l'éducation qui sont aussi chers à Paul Atangandji. Sa rencontre d'ailleurs avec les chefs traditionnels, Sawa, et aussi les autorités administratives avait pour objectif le rappel des valeurs républicaines que sont donc la paix, le dialogue pour l'unité des Camerounais avec les concours, avec les conducteurs de mototaxi. Le journal Le Cameroun Matin donc fait savoir que Paul Atangandji a donné, après concertation avec ses acteurs, 3 mois pour que ces acteurs se mettent donc en règle. On a vu plusieurs campagnes qui avaient d'ailleurs été annoncées ou lancées dans ce cadre-là, n'ont pas abouti et la presse est revenue sur ces différents. Mais pour ce matin encore, en tout cas, pour la nouvelle expression, Paul Atangandji veut donc voir clair sur la gestion des armureries et surtout à savoir qui est donc détenteur d'une arme à feu chez les civils au Cameroun, d'où l'opération de fermeture momentanée donc de ces armureries, instruit donc par le ministre de l'administration territoriale. Le journal Essentiel souligne plutôt que Paul Biya est le candidat du chef Sawa. En tout cas, les dignitaires Douala l'ont révélé à Paul Atangandji au cours de leur rencontre à Douala cette semaine qui s'achève. Pour ces chefs et selon bien sûr le journal, Paul Biya est donc le meilleur risque pour le Cameroun. C'est une idée et qui se rapproche justement de celle des évêques contenue dans le Cameroun Tribune de jeudi dernier. Dans le tabloïd, on peut lire que les prélats réunis donc en leur 43e assemblée plénière ont prié et appelé les Camerounais à s'engager pour la préservation de la paix, la stabilité du pays et donc à la suite des actions menées par le ministre de l'administration territoriale. Voilà du moins comment est-ce que la presse a réussi à traiter de ces sujets, l'arrivée notamment du ministre de l'administration territoriale à Douala et bien entendu dans la plupart des régions camerounaises. Alors le second sujet de ce rendez-vous dominical que vous l'avez également évoqué, on parle aussi de la nomination des 30 autres sénateurs après les 70 élus. À ce sujet, le messager de vendredi a consacré une partie de sa une justement à ce titre-là, en parlant de nomination, et dit que Nyat Ndifendi est sur le chemin de sa reconduction, la reconduction comme président du Sénat. Paul Biya l'a reconduit justement en le nommant parmi les autres, et dans cette vague, donc, et selon bien sûr le messager, Paul Biya a donc négligé le Social Democratic Front, le MRC et les proches d'Akerimuna. Le rédacteur de l'article souligne que les nominations de Paul Biya impactent justement sur l'opposition camerounaise qui ne rend donc pas de groupe parlementaire au Sénat pour cette seconde mandature. Pour mutation, il y a bien sûr des surprises dans les 30 sénateurs nommés par Paul Biya. Un ancien journaliste en la personne d'Albert Mbida qui rejoint justement le Sénat alors qu'il y a notamment des classiques du régime des Biya qui ont été donc oubliés. Mutation cite entre autres Simon Achou, Roland Mata et bien sûr Pius Ondoa qui sont donc nommés par le journal. Et ici cité par le journal justement mutation. À cette occasion justement le journal du Sahel a profité pour démontrer le deal qui existe entre le RDPC et l'UNDP dans la région de la Damawa. Les du Sahel fait savoir que pour avoir notamment un peu plus de sénateurs, le parti de Bello Maïgari a orchestré un chantage contre le parti au pouvoir qui a finalement cédé. L'UNDP se retrouve désormais avec un peu plus de sénateurs, contrairement à la première mandature. Dans la mouvance donc de ces nominations,
des sénateurs. Le journal Info Matin et d'autres tabloïds ont d'ailleurs relayé la reprise du ministre du chef de cabinet du Social-Démocratique Front contre ce qu'il qualifie donc de mensonge de Jeune Afrique, qui annonçait ni John Frundi au Sénat et plus encore président de la Chambre haute du Parlement. L'information a fait le tour des journaux et même des chaumières. Dans des chaumières, finalement, le Social-Démocratique Front a été oublié par le chef de l'État et se contente justement de ces 7 sénateurs élus récemment. Merci à vous, Flavien, pour cette brillante revue de la presse. On se retrouve lundi pour d'autres activités que vous menez exactement pour le compte de la rédaction centrale. C'est un rendez-vous. D'Equinox. Et dimanche également, s'il plaît à Dieu. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, on rentre en plein dans le débat de ce dimanche, un débat dans lequel on ne saurait se retrouver sans passer par la présentation des membres de ce panel. Et ce dimanche, justement, nous avons invité pour vous des personnes qui pourront analyser ces sujets et les décrypter pour vous. On va commencer par ma droite, où se trouve un fervent militant du SIF, justement. Il est d'ailleurs maire pour le compte de ce parti politique dans la commune de Douala-3. Il s'agit de Job Théophile Kwapnan, à qui nous souhaitons la bienvenue ce dimanche. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à tous mes panélistes et bonjour à tous les auditeurs de la télévision Equinox. De l'analyse sur ce plateau, il en faudra également, raison pour laquelle nous avons fait venir un analyste, un sociologue également, qui va nous éclairer sur les différentes thématiques qui seront abordées au cours de cette émission. Le docteur Charles Gadifna est également présent. Bonjour docteur et bienvenue. Merci, bonjour à vos téléspectateurs et mes amitiés à cet important membre du panel, notamment le maire de ma circonscription communale avec qui je partage le plateau pour la première fois. Et comme c'est le début d'année, je voudrais saluer votre équipe managériale qui au quotidien adresse quand même une note communicationnelle et informationnelle assez importante au public camerounais et peut-être même à l'international. Donc c'est une chaîne assez suivie, une émission qui a une audience qui ne mérite plus d'être questionnée. Donc je suis flatté de partager ce plateau. Nous sommes flattés également de vous avoir sur ce plateau. Un journaliste est lui aussi présent pour restituer les faits, pour décrypter également l'actualité de la semaine. Il s'agit du directeur de publication du journal Parole, en la personne de Jean-Marie Tchatchouan, à qui on va souhaiter également la bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est avec beaucoup de plaisir que je les retrouve ce dimanche pour, n'est-ce pas, commenter ensemble l'actualité de la semaine. Merci à vous d'être venu. Hilaire Zipon est également sur ce plateau. Il est conseiller municipal pour le compte du MP. Et il a décidé d'être présent sur ce plateau pour nous apporter lui également ses lumières. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette chaîne de télévision, de cette émission qui est devenue complètement référentielle dans le paysage politique, médiatique même de notre pays. Malgré l'ouragan dans lequel on se trouve, il n'en demeure pas moins que c'est une référence, parce que le lendemain on vous dit qu'est-ce que s'est passé à droit de réponse. Vous ne tarissez pas d'éloges à notre sujet et ça ne peut que nous ravir justement. Rentrons plein dans le débat avec le premier sujet et cette fois on va parler du grand déploiement du ministre Atanga Ndji, de son périple dans les régions en crise. On parle du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest également, et de sa visite cette semaine dans le littoral, une visite qui était placée sous le signe finalement d'une importante communication certes, mais de la prise de décisions à ce qui concerne également la lutte contre le terrorisme et de façon assez étendue d'un appel à candidature. On commence par vous sur cette thématique, Job Théophile Kwapnan. Vous avez suivi ce périple du ministre Atanga Ndji. Par quel bout décidez-vous de prendre finalement la visite? Par quoi aurez-vous été marqué tout le long? J'ai été marqué par le fait que le timing du ministre n'était pas très respecté. Nous avons pratiquement perdu toute la journée de lundi à l'attendre. Sous le soleil. On nous a dit que l'arrivée était prévue à 10h30. 10h30, nous nous rendons à Japoma, à Zibamba. On dit non, c'est 14h30. À 14h30, on revient. Il n'est pas là. Il vient à peine de partir de Yaoundé. Et ce n'est que vers les 18h qu'il arrive à Douala. Et ça nous a quand même beaucoup emmerdé parce qu'une journée de travail, surtout un lundi, ça nous a vraiment beaucoup emmerdé. Bon, ça, c'est la première chose. Et pour moi, c'était un grand problème, pas un grand problème, c'était la première fois que je le rencontrais, donc je ne connaissais même pas qui était l'homme. Et j'étais maire d'accueil.
j'ai fait mon travail et après, ce qui m'a un peu gêné, c'est que depuis que je reçois des ministres, je n'ai pas encore vu un ministre sortir du protocole pour aller saluer les membres du parti politique. Ça, je n'avais jamais vu ça. Et le président de la section me rappelle que non, c'est parce qu'il est président de section comme moi qu'il est venu saluer les camarades du Attends, il y a quand même un protocole qu'il faut respecter. On ne peut pas sortir comme ça du protocole pour aller saluer les camarades du parti. Je me dis que s'il y avait un loupé, ça ne m'a pas intéressé. Quand on a un ministre de l'administration territoriale, on a quand même la possibilité de se permettre ce type d'écart. Non, moi je me dis que pour un protocole qui est respecté, pourquoi on n'a pas fait venir tous les partis politiques? Parce que les partis politiques, parce qu'il est ministre de l'administration territoriale pour tous les partis, pas pour un seul. D'accord. On va rester de votre côté justement pour prendre l'avis du journaliste Jean-Marie Tchatouan sur la question. On se souvient que la visite du ministre avait été annoncée déjà quelques jours à l'avance, une visite qui avait été reportée sans explication, sans aucune forme de procès. Vous êtes journaliste, est-ce que vous êtes dans les secrets de ce qui s'est passé pour que cette visite soit reportée? Bon, je crois qu'il est difficile de rentrer dans les secrets pour savoir effectivement ce qui s'est passé, pour que cette première visite soit reportée. Mais ce qui est constant, visible, c'est que effectivement par la suite, la visite a eu lieu. Et pour essayer de comprendre, si vous voulez, la méthode à Tangandji, parce que c'est de ça qu'il est désormais question, je crois qu'il faut davantage questionner le passé de l'homme. Je voudrais ici préciser que le ministre Tangandji n'est pas un ministre comme certains de ses prédécesseurs. C'est un homme politique en réalité. C'est un homme politique et ce n'est pas un homme politique ordinaire. C'est un homme politique du terrain. C'est un monsieur, vous savez très bien ce qu'il a fait ici dans les années 90 avec les mototaxis. Vous savez que c'est le challenger du premier opposant camerounais, Nidjon Fundi, dans son fief à Cariton, où il a d'ailleurs créé la toute première section en 1900, je crois que dans les années, en 2007. Vous savez aussi que Tangandji a été l'un des, si vous voulez, des partisans de Paul Biya, président de la République, qui allait jusque dans la prison centrale de Niobel pour solliciter une motion de soutien en faveur du président de la République. Donc, c'est un homme politique du terrain. Et de ce point de vue, il est pour le Nord-Ouest ce que la défunte François Foning était pour le littoral dans le RDPC. Donc, il faut donc comprendre pourquoi de temps en temps, il peut se permettre les écarts protocolaires que je ne suis pas, dont je ne suis pas sûr de la maîtrise. Vous savez que celui qui est parti, le ministre Sadi, était un diplomate, et donc il était quand même imprégné d'un certain nombre de politiques et des procédures protocolaires. Donc, le ministre Tangandji, c'est un ministre pragmatique. Le ministre du terre-à-terre, comme certaines personnes vont l'appeler à la sortie finale. Si vous voulez, on l'appelle le fou du président de la République. C'est comme ça qu'on l'a surnommé dans sa région du Nord-Ouest. Donc, je ne suis pas personnellement surpris de la manière dont il travaille, de la manière dont il se déploie sur le terrain. Maintenant, je ne suis pas encore en train de questionner est-ce que cette façon de travailler est bonne ou pas, est une bonne manière. Est-ce que c'est porteur de résultats positifs? Là, on n'a pas encore questionné ça. Mais je dis que ce qui justifie cette façon pragmatique, terre à terre de travailler, c'est davantage, n'est-ce pas, son passé, ses qualités d'homme politique, des militants du terrain. Et je vous rappelle aussi qu'il n'a pas fait de très bonnes études, de très grandes études. Donc, ce n'est pas pour le dénigrer. Donc, il n'est pas trop dans la littérature. Vous savez qu'il a demandé au sous-préfet, par exemple, et aux autorités administratives, de fournir 2 bulletins de renseignement par jour. Oui. Vous savez très bien que il a entrepris des démarches pour demander, par exemple, que certaines Amériques soient complètement fermées. Donc, on va voir si toutes ces mesures vont permettre à ce que, n'est-ce pas, il y ait quelque chose de positif dans la gestion de l'administration. D'accord. Je vous remercie pour cette première prise de parole. Et avec vous, docteur Gadifna, on va rentrer de plein pied dans sa rencontre avec les chefs Sawa. On sait que comme cela a été le cas dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'ouest,
il a rencontré les chefs de la région du littoral, les chefs traditionnels, et au terme de cette rencontre, justement, on a abouti à un appel à la candidature du président de la République. Alors la question, on vous la pose tout de go, qui c'est qui est venu dans la ville de Douala, dans le littoral? Est-ce le ministre ou alors l'émissaire de Paul Biya, celui qui veut à tout prix glaner des voix pour son président? Je ne voudrais pas occulter cette question centrale que vous m'indexez, mais la pertinence des interventions des deux premiers m'amène quand même à dire un mot quand même pour ajouter un peu de l'eau à leur vin. Je crois que l'analyse, devait être au moins circonscrite à au moins 3 niveaux, parce que le ministre vient d'être nommé. Il est tout à fait normal que dans une approche textuelle, qu'il fasse un tour d'horizon. Peut-être que c'est le début d'une tournée des 10 régions qui a peut-être commencé. Donc dans le texte, c'est fondé pour un ministre, quand il est investi de ce pouvoir, de procéder à l'exploration, au maillage, au quadrillage du territoire. Et surtout qu'il est un ministre de l'administration territoriale. On ne pouvait pas, outre mesure, s'offusquer de ce qu'il se déploie aussitôt. Maintenant, il y a, à côté de cette approche textuelle, il y a quand même l'approche contextuelle. La zone du nord-ouest où il s'est rendu est une zone qui connaît un peu un endurcissement, peut-être même une radicalisation d'une crise qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est tout à fait légitime que dans le principe, vous êtes journaliste, je vous prends au mot, il y a quand même cette loi de la mort kilométrique. C'est normal qu'il procède par les régions qui sont en crise. Donc, on ne peut pas non plus se rébiffer de ce que le ministre pour la Tanganyika et jeter son dévolu sur la région du nord-ouest ou bien du sud-ouest pour commencer peut-être cette tournée, puisqu'il a rencontré les chefs traditionnels avant d'arriver à votre question essentielle. Et même au plan philosophique, on considérait quand même au ministre qu'il y a une sorte de loi des reins qui lie chacun à son milieu, comme Nietzsche le disait. Donc c'est assez légitime qu'il reparte vers la zone. Maintenant, à côté de cette approche textuelle et contextuelle, il y a quand même le paratexte. C'est un homme politique qui prêche dans une chapelle politique particulière. Donc le credo est celui du RDPC. On ne pourrait pas non plus encore recuser le fait qu'il s'y déploie. Maintenant, pour revenir à votre question, il est ministre de l'administration territoriale. En dehors de la décomposition qui fait une ségrégation entre l'administration territoriale et décentralisation, c'est quand même le ministre des chefferies traditionnelles. C'est tout à fait légitime que dans les différentes lois que nous avons prises, les chefs traditionnels restent encore des auxiliaires de l'administration. Donc c'est un patron qui vient à la rencontre. Maintenant, il vient à la rencontre pas des dignitaires de moindre poids. Vous savez que c'est les dignitaires qui ont fait du chef de l'État en 83 un dignitaire Sawa. Ils sont revenus à la charge il y a quelques années. C'est donc tout à fait légitime que le ministre pour la Tanganyika se retrouve dans les littoraux. Donc c'est un ministre de l'administration territoriale qui vient dans une approche avec des auxiliaires de l'administration rattachés à lui d'une part, et puis ce sont quand même des dignitaires qui sont crédités d'un certain nombre de charismes, d'une voix assez importante à dire dans le microcosme politique. Et puis vous avez vu la sortie, c'était quand même un acte assez fort que les chefs traditionnels Sawa appellent le président de la République à se porter candidat, ou de faire de lui le candidat adéquat, approprié pour les élections présidentielles. Donc je crois que c'est dans cette perspective d'abord institutionnelle qu'il faut voir. C'est un ministre de l'administration territoriale, donc patron de chefs traditionnels qui y vient, et qui ne vient pas dans une moindre région quand même Sawa. Et si vous rentrez même à questionner l'histoire dans une approche synchronique, vous avez vu quand même un acte assez fort que les chefs Sawa ont apporté au chef du sud-ouest quand il a été pris dans l'étau d'un cocktail Molotov où la maison a été brûlée par des sécessionnistes. Vous avez vu quand même l'appui important que les chefs traditionnels ont. Donc il faudrait voir également l'approche géographique. Ce sont des chefs qui se situent dans le giron du Vouri, donc de l'estuaire. C'est tout à fait légitime que dans une approche de fraternité ou de cofraternité, qu'on voie ce lien assez immédiat. Très bien. On va aller voir si Hilaire Zipon partage le même avis. On est d'accord pour dire que c'est un chef qui va rencontrer, c'est un patron qui va rencontrer les différents chefs traditionnels, mais comment comprendre qu'à chaque fois, à chacune de leurs rencontres, le patron sorte avec des appels à candidature pour son patron à lui? On est quand même tenté de se demander si, quelque part, l'homme du gouvernement n'est pas en même temps émissaire de son parti politique à la recherche des voix, justement pour son grand patron.
Je pense que lorsqu'on est un membre du gouvernement, on recherche en permanence la coquetterie du chef. Et donc, à ce sujet-là, vous ne pouvez pas refuser au ministre Atanga Nji de faire ce travail-là. Mais je pense que le contexte et l'exigence de toute sa stratégie. Il va sans dire que nous avons une zone anglophone extrêmement en difficulté à l'heure actuelle. Nous avons le Nord Cameroun qui l'est d'autant. Et je pense qu'il était de bon ton que, compte tenu du fait que dans les chiffres des LECAM à l'heure actuelle, la région du littoral semble avoir celle qui a progressé le plus dans les inscriptions. Je pense que tout cela, il faudra l'intégrer. Et je pense que tout à l'heure, lorsqu'on va réfléchir sur les sénatoriales, vous allez vous rendre compte que c'est la zone camerounaise qui est en fait le creuset même de notre pays. Elle est seule là qui peut avoir, par exemple, le maire Komna, n'est pas complètement de la région du littoral, Exactement. mais il en est complètement élu. Donc cela veut dire que toute cette lecture-là ne passe pas en charge et profit. Mais la nuance ne vous a pas échappé que c'est beaucoup plus le militant qui a parlé que beaucoup plus l'homme d'État. Je pense que tout à l'heure, le journaliste le disait bien, il n'est pas outillé dans la qualité intellectuelle de la diplomatie, qui semble habiller généralement la fonction excellence. Je pense qu'il en est. Mais il a ceci de caractérisant, c'est que c'est un militant atypique qui est un ouvrier du parti. Sa première phrase lorsqu'on l'a installé, c'est qu'il a dit « J'ai appris très longtemps auprès du président Biya » et qui en est une référence dans sa pensée, dans sa démarche en tant qu'homme d'État. Certainement, il va devoir le faire. Mais je ne suis pas sûr que le président Biya, s'il avait été ministre, il aurait œuvré comme ça. Ça, c'est un peu ça le différentiel. Donc, il faut le ramener dans cette conjoncture-là pour voir que le côté fougueux un peu de cette personnalité-là en France. Je pense qu'il est un peu précis et il a besoin de rassurer. Et entre la précipitation et rassurer, je pense que le faux pas n'est pas trop loin. Et je pense que le maire Komna l'a dit tout à l'heure, parce que je le vois trop précis. Je pense que les sujets qu'il a dû traiter, j'espère qu'on reviendra là-dessus, me semblent tout à fait à la réflexion. Je le crédite certainement de quelqu'un qui a beaucoup de volonté, mais qui va à tout prix faire passer parfois ses idées pour des dictats. Demander quand même à une administration complètement sclérosée, lourde, complètement dans celle-là, de se mettre directement au diapason du pas ou du privé dans lequel il est issu, me semble tout à fait évident. Et là, il y a beaucoup d'amalgame, parce que tout à l'heure, il a pris des mesures, par exemple le moto-taxi, qui ne sont pas de sa compétence. D'accord. Avant de revenir justement parler du secteur de moto-taxi, on va faire allusion à un autre fait. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, on est en train de voir un homme qui a une certaine volonté. On l'a d'ailleurs vu en bras de chemise sur le théâtre de nombreuses opérations, chose qui atteste qu'il est effectivement un homme de terrain. Mais dites-nous, finalement, Hilaire Zipan, est-ce que le ministre Atanga Nji n'est pas en train de marcher sur les plates-bandes des autres ministres? On l'a vu notamment faire des sorties en lieu et place du ministre de la Communication. Et sachant comment le gouvernement camerounais est structuré, est-ce que cette façon d'agir ne va pas lui être préjudiciable plus tard? Ah oui, je pense que certainement, mais je pense que nous sommes à la veille d'une échéance électorale. Et l'autonomie du RDPC doit être retrouvée dans ses fondamentaux et dans sa démarche. Le porte-parole du gouvernement, pour l'heure, ne semble pas être celui-là qui est issu des rangs du parti. Il n'est qu'un allié et dans lequel le faux bond peut être possible. Vous savez que la politique n'est qu'un rapport de force permanent et les négociations sont en permanence ouvertes. Cela étant dit, je crois savoir que si on a vu les attitudes du ministre, il a semblé se prononcer sur des sujets qui me semblent tout à fait pas de son ressort. J'ai essayé de parcourir suffisamment bien l'identification. Pour ce qui est des motos-taxis ou l'identification des Camerounais que nous sommes. La carte d'identité n'est pas du ressort du ministère de l'administration du territoire. Elle est rattachée complètement à la délégation Sûreté Nationale, DSN. Donc je ne comprends pas trop bien qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'identification. La deuxième, c'est que lorsqu'on a une moto, elle est identifiée par sa carte grise. C'est du ministère du Transport et non du ministère de l'administration du territoire. Vous voyez que, à force d'aller un peu vite, il va se mettre la main dans le cambouis et il va avoir complètement télescopé. Et puis il embrasse un sujet qui est un sujet en même temps un problème social, un problème économique et un problème de perspective électorale. Je pense qu'ils ont dû avoir accès certainement aux chiffres certainement électoraux qui montrent à suffisance qu'aujourd'hui, et ça je le dis à l'endroit de la jeunesse, 65% de l'électorat qui va désigner le président de la République aura moins de 40 ans dans les prochaines échéances. Donc, cela veut dire que c'est un électorat conquérir. Or, ces 65% pour la plupart aujourd'hui qui sont en activité sont dans l'informel. Et dans l'informel, plus à 90% dans beaucoup plus leur sauvegarde. C'est-à-dire que les motos-taxis, et bien entendu, vous savez qu'aujourd'hui, les couples de là, c'est le mari fait la moto, la femme fait le call-box. Donc, ils sont complètement dans l'informel. Donc, c'est cet électorat-là, donc, il a l'appel. Et je crois savoir que le mot de 3 mois, c'est pas beaucoup plus qu'il avait ça qu'il recherchait. Il voulait rencontrer les motos-taxis et avoir de la passerelle. Parce que, un peu dans un passé récent, dont j'ai été
rapporteur de la commission des ordres urbains, nous avons mis en place cette démarche-là, pour ce qui est de la ville de Douala. Je pense qu'avec vous, on va d'abord s'arrêter là, parce qu'on a également un maire sur ce plateau et qu'il connaît ce problème de désordre urbain, d'insécurité mieux que quiconque. On a vu justement, comme le disait Hilaire Zipan tout à l'heure, le maire demander aux responsables de syndicats de moto-taxi, du moins de passer le message aux autres conducteurs de moto. Ils avaient 3 mois pour se conformer, pour avoir des papiers nécessaires finalement pour exercer l'activité de moto-taxi. On sait que c'est un secteur auquel beaucoup d'autorités, dont la région du littoral, se sont attaquées en vain, gouverneur, préfet. Est-ce que vous pensez que le ministre Paul Atanga Nji, lui, réussira là où beaucoup ont échoué? Ça m'étonnerait parce que, comme il le disait, nous avons mis plusieurs fois, dans le cadre de la plateforme de lutte contre le désordre urbain, un accent particulier sur l'enregistrement des mototaxis. Je vais vous dire qu'en ce qui concerne ma commune, d'ailleurs, nous sommes la commune la plus grande qui a enregistré même le plus grand nombre de mototaxis, mais qui n'atteignent pas plus de 1500. Alors que dans la ville, nous avons plus de 10 000 motos. Oui. Donc, je veux dire que peut-être qu'il vient enfoncer une porte ouverte, mais déjà au niveau, les autorités de la ville avaient pris le taureau par le compte depuis au moins 5 ans. C'est une bagarre permanente. Et je me dis que la vérité, c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, on ne tient pas de rigueur les décisions qui sont prises. Parce qu'il a parlé, il est parti, le lendemain, ça reste la même chose. Si les autorités avaient voulu respecter même ce que nous, mais nous disions dans les plateformes, je crois que ce problème de désordre urbain serait réglé depuis belle lurette. Parce qu'en réalité, le problème, c'est quoi? C'est que quand on prend une décision le matin, on annonce à la télévision à 13h, et à 20h, c'est caduc. Le lendemain, personne ne fait plus rien. Tout le désordre urbain qui s'est fait dans la ville, c'est pas force de ne pas pouvoir prendre des décisions. On descend. Avec le préfet Nassiri, on faisait au moins une fois par mois, on descendait, on chassait. Tenez-vous tranquille, quand une maman vous voit venir, elle tourne le dos, et dès que vous passez, elle repose. Donc, je me dis qu'avec l'arrivée d'Atanga Nji, peut-être qu'il va demander donc, aux autorités de la ville de renforcer déjà l'effectif de la police. Parce que si... On ne va pas non plus mettre un policier derrière. Non, c'est pas ce que je dis, mais sinon c'est que... Bon, reculez-vous 15 ans en arrière. À Douala, on ne violait pas le feu. Il n'y avait pas de surcharge. Aujourd'hui, c'est la chose la mieux. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur la route. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et en plus, le policier est prêt à rembourser l'argent qu'il a emprunté pour pouvoir se faire recruter. Donc, à chaque fois que tu donnes 200 ou 500, il a libéré. Et ce n'est plus ça. Or, si on revient à l'orthodoxie, comme disait, si tout le monde respecte le texte, je crois qu'en moins de 3 mois, tous ces désordres-là seraient terminés. Parce que, imaginez-vous, si déjà les gens pouvaient se mettre à crier comme nous on le fait tous les jours, à demander aux gens de se prendre d'abord en charge, je crois qu'on ne serait pas en train de voir les moments qui posent des tomates sur la route et pour vendre à des gens qui vont aller se faire contaminer. Donc, exactement. Il faudrait d'abord faire une conscience personnelle, appeler les gens à comprendre qu'ils doivent d'abord eux-mêmes se prendre en charge et en plus maintenant respecter l'autorité de l'État. Parce que c'est la chose la plus difficile, faire restaurer, revenir l'autorité de l'État. On n'a plus peur d'un policier quand on le voit en route. On s'en fout. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que généralement, à des feux, sur des grands carrefours, des ronds-points, on retrouve plus des stagiaires? Parce que d'aucuns disent qu'on viole les feux, mais il y a quand même des personnes qui ont un certain charisme dans le métier. On va prendre le cas d'un policier qu'on connaît notamment pour diriger la circulation à Motte. Ouais. Lorsqu'il a un carrefour, il est impossible, par exemple, pour un citoyen de violer le feu. Ce qui n'est pas le cas avec un citoyen lambda qui est en tenue. Écoutez, madame, je vous dis, il y a ce problème d'effectifs. Les stagiaires sont encadrés par des gens qui sont en poste, ce pas des supérieurs hiérarchiques qui sont là. Le problème, c'est que d'abord, il n'y a même pas de feu dans la ville. 2, n'importe qui fait ce qu'il veut parce qu'à chaque fois que tu vas attraper quelqu'un, il est prêt à te glisser 500 francs ou 200 francs. Et c'est ça, c'est le problème qui tue cette ville. Personne n'a plus peur de l'autorité. Donc je dis, pour moi, la première des choses, c'est de restaurer d'abord l'autorité de l'État et le reste viendra tout seul. D'accord. On revient à vous, Hilaire Zipan, ne vous en faites pas. Les autres panélistes, vous aurez également la possibilité de vous exprimer sur la question. Mais avec vous, j'aimerais bien aborder la thématique sur les amureries. Vous-même, vous faisiez allusion tout à l'heure aux grands sujets qui ont été évoqués par le ministre Atanga Nji. On a notamment appris dans la foulée que les amureries avaient été fermées dans le littoral. Mais est-ce que le fait de fermer les amureries ici va gérer le problème de circulation d'armes dans le pays, quand on sait qu'il y a des armes qui viennent des pays voisins, il y a les armes qui viennent dans le trafic finalement avec les forces de l'ordre véreuses?
Comment est-ce qu'on va faire finalement pour contrôler véritablement les armes qui entrent et qui sortent du pays? C'est vrai que la porosité de nos frontières aujourd'hui peut questionner notamment la démarche et la politique gouvernementale. Je prends par exemple le cas de l'Est, je peux répondre à votre question, mais pour que les téléspectateurs comprennent très bien, parce que je suis transporteur, je suis du SNTRC. Vous prenez le cas de l'Est du Cameroun, vous avez complètement une frontière qui est à peu près 80 km, qui est complètement coordonnée par une seule sous-préfecture. Et il y a en permanence des escarmouches, certainement de la rébellion qui rentre là-dedans. Je pourrais dire à l'endroit de tous les spectateurs, sans pour faire peur, pour dire que ce qui est le plus vendable rapidement aujourd'hui en République centrafricaine, c'est l'arme. Elle se trouve à tout vent. Donc, de là à ce que l'on le transporte à Douala, c'est plus facile. De là à ce qu'on le transporte à Bamenda, c'est encore plus facile. De là à ce qu'on le transporte dans les zones Donc, en fait, le ministre essaie de régler une bonne question par une mauvaise solution. Ce n'est pas en fermant les armoiries qu'on arrive. On essaie de les réglementer. Parce que voyez-vous, madame, lorsque quelqu'un a eu son autorisation pour avoir son armerie, il paye également des taxes à l'État. Vous ne pouvez pas venir ex nihilo parce que vous avez pris une position conjoncturelle, la fermer. C'est dégrader complètement l'économie. Et en même temps, de l'autre côté, on recherche une croissance, et en même temps, on fait les PME, et en même temps, on demande le partenariat. Donc, je pense qu'on est dans un imbroglio où ce n'est pas ça la solution. Il faut avoir toute proportion regardée devant les situations difficiles, avoir la tête sur les épaules pour pouvoir les aborder. Ça, c'était le premier problème. J'ai montré les indications où on peut pouvoir les faire. La deuxième chose qui me semble tout à fait évidente, c'est par exemple le Nord-Cameroun. Il en est de même. Mais, madame, soyons créés et sérieux. Si tant est qu'on ferme les armeries, comment on va récupérer les armes qui sont en possession dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest? Comment va-t-on les récupérer? Parce que question pour les personnes qui détiennent ces armes d'aller les remettre au sous-préfet, préfet. Tout à fait. Si vous ne le faites pas, vous faites irruption chez lui, il faut encore la violation du domicile, ce qui est encore une disposition légale en la matière. Le problème, c'est que dans notre pays, on a des très bons textes, au lieu qu'on s'applique à les respecter en permanence pour avoir un vivre ensemble suffisamment cohérent, qui s'appuie sur un de droit et la justice, on a voulu, par des raccourcis, subrepticement créer un état de non-lieu, qui par conséquent se retrouve aujourd'hui complètement en face. Madame, je le dis très clairement, si on ferme une armerie, pour autant ça ne ramène pas les armes, d'une part. D'autre part, ceux qui sont les armes, ils ne vont pas les ramener de gré. Il faut donc la violence de l'État, tout en respectant les dispositions légales en la matière qui permettent en ce que l'État soit en sécurité. Le rôle de l'État, il est global, c'est le garant des biens et des personnes. Et le rôle de ce ministère, principalement, c'est la sécurité et la sûreté. Et donc, par conséquent, ceux qui sont armés de ces dispositifs du pouvoir déconcentré, étant donc les sous-préfets et les préfets, il n'a qu'à s'appuyer sur ça pour avoir le maximum de renseignements. Mais la porosité de nos agents de renseignement font en ce que l'économie aujourd'hui est complètement en lambeaux et par conséquent l'insécurité y règne. Très bien, je vous remercie. Jean-Marie Tchatchouan, avec vous on va revenir finalement sur le périple même du ministre Atan Gandji. On sait qu'il y avait une programmation qui avait été établie, même si elle a été un tout petit peu bousculée à la dernière minute. Par exemple, on sait aujourd'hui que le ministre n'a pas pu rencontrer le cardinal. Que s'est-il passé? Bon, vous savez qu'il y a comme des antécédents. Des positions du cardinal Christian Toumi. S'agissant de la question anglophone, n'oublions pas que le ministre Atan Gandji était l'un des premiers à avoir affirmé qu'il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun. Et vous savez très bien qu'avant qu'il ne soit désigné ministre, tout le monde connaît sa position sur la question de la crise anglophone. Et donc, manifestement, on se demande bien ce qu'il... le sujet sur lequel il devrait échanger avec le cardinal Christian Toumi. Je suppose que le ministre Atan Gandji ne pouvait pas se sentir à l'aise dans une rencontre et dans un échange franc avec le cardinal Christian Toumi. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas été personnellement surpris, n'est-ce pas, de ce que cette rencontre soit, si vous voulez, différée. Maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, dire un mot sur les armes et surtout sur l'intervention du Conseil municipal, s'agissant de la compétence du ministre sur les mototaxis. Il me semble que le ministre de l'administration territoriale, c'est quand même le ministre de l'Intérieur. Si. Et on ne peut pas dire que chercher à réguler la question des mototaxis ne relève pas de sa compétence, parce que la question des mototaxis, c'est d'abord une question de sécurité et aussi une question, si vous voulez, de sûreté. Vous voyez, la circulation, je prends au mot, monsieur le maire, pour faire observer que la question des mototaxis relève de la lutte contre le désordre urbain. Vous savez très bien que dans la ville de Douala, il existe une plateforme de lutte
contre le désordre urbain, cette plateforme a le plus souvent été chapeautée par le préfet du département du Wouri. Il est vrai que ces derniers temps, le nouveau préfet tend à décentraliser cette plateforme, mais en réalité, c'est une opération pilotée par le préfet du département du Wouri. Et donc, le ministre de l'administration territoriale, s'il ne prend pas ce pouvoir, mais je ne comprends pas bien quels sont les pouvoirs dont dispose le ministre des Transports pour gérer avec tact, n'est-ce pas, cette question des mototaxis. Donc, le ministre de l'administration territoriale, qui est investi des pouvoirs des polices, qui est le ministre des préfets, des sous-préfets, le ministre de l'administration, puisque c'est lui qui administre le territoire, je crois qu'effectivement, il est dans son rôle. Si on veut suivre la logique de Hilaire, on se serait entendu dire, par exemple, que qui ne doit pas s'occuper des armes et que c'est le ministre de la Défense qui va s'occuper des armes. Alors que les armes, c'est une question de sécurité. Donc j'ai bien voulu... Je reviendrai plus tard pour le préciser. Parce qu'il s'agit d'identification. Le docteur Gadis veut dire quelque chose sur la question. Ils veulent identifier et non sécuriser. Non mais pour sécuriser, comment peut-on sécuriser sans identifier? Il fallait donc identifier en respectant les canaux de l'administration. On n'identifie pas l'administration, pas le transport. Je voudrais rester sur les textes et rester légaliste. Je crois que l'approche la plus parfaite, c'est celle de M. Tchatchouan, parce qu'en principe, dans la configuration, le ministre de l'administration territoriale, autrement appelé peut-être dans une autre nomenclature, ministre de l'Intérieur, a une intervention transversale. Et pour que vous compreniez bien le fait que l'approche, par exemple, de mototaxi adresse en même temps le transport, en même temps un problème de sécurité, pour que vous compreniez que les préfets et les sous-préfets sont les représentants de toutes les administrations dans l'approche de la déconcentration. Donc, en principe, le ministre Paul Atanga Ndji est dans ses droits au premier principe sacro-saint de ce qu'il assure la sécurité des biens et des personnes. Et c'est à ce titre que les préfets représentent tous les ministères, en fait. C'est pourquoi tous les délégués départementaux et régionaux sont coordonnés par le préfet. Donc, le ministre de l'administration territoriale a une intervention transversale. Ce sont des fonctionnaires à vocation interministérielle. Donc, on ne peut pas faire le reproche à M. Paul Atanga Ndji de vouloir. On peut peut-être encore, c'est peut-être un jugement de subjectivité. Peut-être entre vitesse et précipitation. Est-ce que, logiquement, le ministre a eu le temps de faire l'inventaire, l'état de lieu avant d'aller? Je crois qu'il y a peut-être cette approche qu'on craint qui risque de confondre vitesse et précipitation. Mais dans les textes, je crois qu'il est dans ce devoir de protéger et les biens et les personnes. Et le déroulement régalien de ces fonctions appelle à une interfécondation de tous les autres ministères. Bon, maintenant, il y a un fait curieux, je crois que le temps nous permettra peut-être de le savoir. Vous avez de manière incisive glissé ou insinué, je crois que le ministre Paul Atanga Ndji a presque les mêmes caractères qu'un certain ministre de la communication qui pour le moment porte. C'est quelqu'un qui est porté totalement à la communication. Et peut-être que les jours à venir nous dirons clair sur qui est porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas des bons moments qui s'annoncent pour la suite. Et je vous renvoie simplement à des éditions. Je crois que c'est un des ministres les plus prolifiques en analyse. Si vous reprenez Cameroun Tribune, Paul Atanga Ndji est plus communicateur qu'un autre ministre de la communication. Et je crains que dans le poste oui, que ce poste y soit. Et qui revient véritablement au RDPC. Vous avez bien avant a été la position du ministre de l'administration territoriale sur les dernières sénatoriales où il a même failli, en fait, où on a failli lire une substitution au Conseil constitutionnel. Donc je crains que dans cet engrenage, que les cartes soient... Vous gardez la parole, docteur. Avec vous, on va revenir sur une autre thématique, finalement, de ce sujet, sur un autre aspect du sujet. On va parler du silence ou alors de la neutralité de l'Église, finalement, dans le problème de la gestion de la crise anglophone. On a vu, lors de la 43e conférence épiscopale, il y a une série de résolutions qui a été publiée par l'Église catholique, par les évêques qui étaient réunis. Et parmi ces propositions, on a justement demandé à ce qu'on revienne finalement au dialogue. Ils ont demandé à ce que les populations déplacées puissent retourner dans leur domicile. Ils ont demandé aux parents qui étaient encore hésitants et même dubitatifs d'envoyer, de laisser les enfants aller à l'école. Mais on se rend compte qu'on a une Église ici qui est de plus en plus neutre, une neutralité que d'aucuns vont mettre au profit du RDPC, ce qui n'est pas le cas avec une certaine conférence épiscopale du Congo-Kinshasa, par exemple, qui, elle, prend position et essaie carrément de faire changer les choses. Pourquoi l'Église catholique camerounaise a, comme on ne va pas parler de peur, mais pourquoi refuse-t-elle
de se prononcer véritablement dans cette crise anglophone? Ok, je crois que votre question appelle à un constat d'une attitude taciturne de l'Église. Je voudrais sur ce premier point, je ne connais pas votre obédience religieuse, mais rappelez-vous quand même de ce credo liturgique, quand même, qui dispose qu'à l'Église, surtout catholique romaine, le silence est le meilleur discernement. L'Église prend toujours tout son temps avant de décider. C'est pourquoi peut-être leur démarche semble être un peu feutrée et peut-être un peu escamotée, mais je crois qu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait. Et je l'ai dit, d'une certaine proximité avec le président de la conférence épiscopale et de beaucoup d'autres évêques, je crois qu'il y a beaucoup qui a été fait, et je vous prends seulement à date la dernière décembre, surtout au terme de l'avant-dernière session Assemblée des évêques, paix à son âme, Monseigneur Bala et Monseigneur Cléda s'étaient rendus quand même, ont fait le tour. Donc je crois que davantage il m'a apparu un certain nombre de malentendus au niveau même de cette conférence épiscopale, où certains prélats originaires de la région du Sud, pour la plupart, apparaissaient comme un peu proches, ou alors très proches du pouvoir. On l'appelle l'aile modérée. Voilà, l'aile modérée. Alors, ce qui a fragilisé le président de la conférence épiscopale, qui se retrouvait seul, appuyé par un ailier droit, un homme politique assez véreux ou irrévérencieux selon les qualificatifs, le cardinal. Donc je crois que c'est à ce niveau qu'il y a eu un peu comme une fissure dans cette approche-là. Et certains évêques de la conférence épiscopale ont trouvé que la position du cardinal, par exemple, sur RFI était assez dure. Elle appelait à une certaine insurrection. Donc je crois que il y a eu un peu de la confusion dans les rangs. Ça n'a pas permis d'armer le tir de la conférence épiscopale. Maintenant, dans l'approche comparative, je crois que à ce niveau aussi, la comparaison ne tiendrait pas raison. La conférence épiscopale congolaise, là, il faut interroger l'actif et le passif. Ils ont un lourd passé de gestion des crises, que ce soit dans les différents conflits qu'il y a eu, les alternances au pouvoir, les pushs qui se sont succédés sur les questions de remaniement de la Constitution, ainsi de suite et autres. Ils ont des interventions, ils ont un passé dans la gestion. Or, la conférence épiscopale camerounaise, je crois qu'elle est peut-être à ses premiers pas. Et il faudrait aussi dire quand même que dans une approche globale, l'épiscopat camerounais, je ne voudrais pas leur faire la honte, mais leur rapprochement, les aspects de collision, leur vassalisation à l'ordre politique est assez évident qu'ils ne peuvent pas être crédités de bons médiateurs dans ces approches, dans ces genres de gestion de crise. Donc je crois que je ne voudrais pas me féliciter de ce que l'épiscopat congolais est assez objectif et assez franc et assez sincère que l'épiscopat camerounais, mais je crois que l'épiscopat camerounais a encore du chemin à faire pour gagner la confiance et se positionner comme médiateur dans certaines situations chrysogènes ou chrysocratiques. Et préciser également ici qu'il ne s'agit pas de faire le procès de l'Église catholique, on parlait de l'Église de façon générale, l'Église évangélique du Cameroun, par exemple. J'ai parlé de celle que je maîtrise le mieux. D'accord. Job Théophile Kouapnan, on a donc vu le ministre de l'administration territoriale faire le tour de 4 régions. Il a commencé par le nord-ouest, il a fait escale à l'ouest, il est passé par le sud-ouest, il est venu au littoral. C'est vrai que vous n'êtes pas dans les secrets, vous ne faites pas partie de son parti politique non plus, mais en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, quelle pourrait être la prochaine escale du ministre? Suivant donc sa méthodologie, je crois que la prochaine escale pour moi serait l'Est, puisque en réalité c'est des zones où le conflit est permanent. Donc ce ne serait pas pour moi une surprise que de voir qu'après le littoral qu'il se déplace pour l'Est. Bon, après l'Est, il y a l'extrême nord. Ça, c'est des zones aussi où il y a des conflits. Mais si vous me permettez, je voulais revenir sur ces problèmes de mototaxi parce que c'est un problème qui nous tient à cœur. Je voudrais vraiment ici que pour que la paix revienne rapidement, pour que ce désordre s'arrête rapidement au littoral, il faudrait déjà, ça c'est je tends la main, qu'il faudrait qu'au niveau du bureau de transport, qu'on fasse un plateau spécial pour l'enregistrement des mototaximens. Ça ferait en sorte qu'ils ne viendront pas faire 1 mois, 2 mois avant d'avoir une carte grise. L'ancien gouverneur et même le nouveau ont mis en place des systèmes avec des auto-écoles pour leur faire des permis de conduire, des catégories à moins de coûts. Et ils se plaignent tous les jours au niveau de ma mairie, ils arrivent en centaines tous les jours pour dire que notre gros problème, c'est l'immatriculation des motos au niveau du bureau de transport.
Donc si au niveau de transport, on pourrait faire un espace spécial pour enregistrer les motos le plus rapidement possible, ça ferait que le reste des choses viendrait seul. Je vais vous expliquer pourquoi. Si une moto est déjà immatriculée et que le conducteur est repéré par son choisible et par un numéro qui est reconnu dans un bureau, dans une mairie, les vols à la tire vont s'arrêter. Le désordre même urbain va s'arrêter parce que quand il viole un feu, même s'il fuit, on saura que c'est la moto numéro tel, conduit par le basculeur numéro tel qui était sur ces motos. On peut le repérer à n'importe quel moment. On n'a pas forcément besoin d'avoir les caméras partout. Mais déjà, à partir du moment où c'est qu'il peut être repéré facilement, beaucoup de choses vont s'estomper. Donc, moi, je crois qu'il faut commencer d'abord par l'immatriculation des motos et en plus, l'immatriculation des conducteurs et le reste, ça viendra tout seul. Vous verrez vraiment que 3 mois, c'est largement suffisant. Très bien. Je voudrais compléter un truc pour dire que vous avez vu que tout à l'heure, la pratique et la déontologie de ceux qui sont pas de la pratique, vous avez vu le différentiel. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure au professeur pour dire que loin de nous de ne dire lâchez pas que, prise. Voilà, loin de nous de dire que le professeur. On a dit justement parce que ce problème a diagnostiqué et vous voyez qu'on se complète. Parce qu'à partir du moment où on a travaillé, j'ai été rapporteur du désordre urbain pendant 5 ans. Donc à partir du moment où on a travaillé, on s'est rendu compte que c'est le délégué départemental du transport qui est en charge de l'identification parce que c'est la carte grise qui identifie le moto. Voilà. Donc c'est ça ce département ministériel. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, il s'est précipité de pouvoir donner 3 mois sans ne pas comprendre la complexité du problème. S'il avait écouté au préalable, d'une part, d'abord, les élus, et d'autre part, beaucoup plus représentés par les maires, il n'aurait pas pris cette décision-là à la va-vite. Parce que c'est un problème qui est suffisamment complexe et compliqué. Premier élément. Deuxième élément, il faut ajouter à cela complètement toute une chaîne. Je prends un cas très simple. La ville de Douala, dans sa globalité, pour ce qui est de la communauté urbaine, a 800 employés. Pour gérer à peu près, disons 1000. Pour gérer à peu près 3 millions de personnes. Est-ce que c'est en adéquation? Non. La police, l'ensemble des polices de toutes les communes, y compris la communauté urbaine, c'est moins de 500. Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir gérer une ville comme Douala? Non. Donc, à partir de cette problématique de 16 embauches, on devait s'en rendre compte que y a-t-il peut-être faut des moyens? Faut-il pour recruter les gens? Et je pense qu'il est allé un peu beaucoup plus vite et j'ai peur qu'il se prenne les pieds dans le tapis. Une proposition pour compléter celle-là, qui nous semble tout à fait originelle, pour sortir l'identification. Au-delà de ce que le maire vient de dire, j'en ajoute une que nous avons réfléchi, notamment dans le parti également au niveau de cette commission-là, pour dire qu'on a dit les garages, pour pousser les gens dans les garages. Quelle que soit la moto, elle va tomber en panne. On a dit, on identifie d'abord les garages, tout l'ensemble des garages qui réparent les motos. Et dire que tous ceux qui reçoivent des grosses pannes ne peuvent pas être réparés sans ne pas être identifiés. Autre mesure contraignante pour les motos. À partir de ce moment où tu ne peux pas réparer ta moto si tu n'as pas l'identification, notamment pour ceux qui font des voitures, ça va encourager les gens à le faire. Donc, par dose homéopathique, tout doucement, on y arrive avec une bonne pression, tout en restant dans le respect de la réglementation et des voies. Il va sans dire que ces lois-là ne sont pas tout à fait complètes, parce qu'il ne revient pas au délégué du gouvernement d'identifier, par exemple, les bensikineurs. Ce qui me semble tout à fait aberrant, ce n'est pas la communauté urbaine qu'on identifie. Et vous voyez, c'est avec cette dernière proposition qu'on sort de ce sujet pour entrer dans le second qui sera bien évidemment évoqué dans cette édition. On parle des sénatoriales avec la nomination des 30 sénateurs restants. Le président de la République a donc procédé à leur nomination au cours de la semaine, une nomination qui fait passer finalement à 100 le nombre de sénateurs qui n'attendent plus que la session de plein droit. Et la première question également sur cette thématique-là est pour Job Théophile Kwapnan, parce que le SDF est au centre de ces nominations. Pourquoi? Parce qu'on se sera attendu à voir votre parti politique parmi les sénateurs nommés, mais tel n'a pas été le cas. On se souvient également qu'au cours de la semaine, on a eu un article de Jeune Afrique qui faisait état de ce qu'il y aurait une rencontre entre votre président national, le chairman John Fundi, et le président de la République pour discuter sur sa potentielle nomination en tant que sénateur. Une information qui a été démentie par le ministre du Shadow Cabinet chargé de la communication, Jean-Robert Wafo. Alors, avec vous, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé déjà au sujet de l'article qui a été rendu public par Jeune Afrique. Qu'est-ce que vous, Théophile Kwapnan, vous en dites? Je me dis que Jeune Afrique s'est comporté un peu comme beaucoup d'autres journaux au Cameroun. Je suis membre du NEC depuis pratiquement 17 ans, mais je n'ai jamais vu, hormis les interviews accordées entre sessions ou bien à la fin de la réunion, les journalistes se mettre dans la salle. Ce n'est pas autorisé. Donc beaucoup de journalistes sont dans les bars et quand ils voient quelqu'un sortir, qu'est-ce qu'on a dit, après il se met à faire du papier, faire du direct, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui se passe dans la salle.
le mec, pour dire le SIF, c'est une grosse machine. Ça se passe pas comme ça. Nous avons notre manifeste et notre règlement intérieur qui dit, notre statut, qui dit qu'on doit accéder au pouvoir par les urnes. Toute autre méthode utilisée pour nous, ce n'est pas possible. Donc, en réalité, aller jusqu'à dire que le chairman était en train de négocier son entrée au Sénat, je dis que c'est une grosse bêtise, parce que s'il avait voulu aller au Sénat, il se serait mis candidat. Il était dans la salle, il était à Bamenda, c'était un jour avant, on a arrêté les candidats du Nord-Ouest, un jour avant le début du congrès. Il aurait pu demander que je vais être candidat. Lui, il a dit, je ne veux pas aller au Sénat. Si déjà je vous dis que je suis fatigué, je ne peux pas être président de la République, vous m'envoyez au Sénat. C'est blanc, bonnet, blanc, donc je n'y vais pas. Donc ce n'était pas possible que le chairman soit en train d'entrer en négociation avec le président de la République. Ce n'était pas possible. Et en plus, les gens ont fait des supputations, ils ont dit, c'est sûr que, comme ils ont dit, il faut 3 pour entrer, pour avoir un parlementaire. Attendez, puisque nos textes nous interdisent, on ne peut pas aller négocier pour être nommé. Nous avons dit, nous entrons par voie électorale. Si nous allons négocier la nomination, c'est pour dire que nous marchons sur nos pieds. On ne pouvait pas. Donc en réalité, c'était clair, nous avons 7 sénateurs élus, nous restons avec les 7. D'accord, vous êtes assez ferme sur cette position. Il on s'est rendu compte également qu'au cours de cette nomination, le président de la République est resté dans la continuité. Et ça veut dire qu'on prend les mêmes, on recommence à quelques exceptions près. Mais il y a surtout que on a vu l'entrée en jeu d'un sénateur UNDP, ce qui a tout de suite fait dire aux journalistes sur lesquels le maire tirait tout à l'heure que entre l'UNDP et le RDPC, finalement, la relation est assez bien consommée, parce qu'on se souvient, lors du contentieux préélectoral dans la Damawa, l'UNDP avait la possibilité de faire retirer la liste du RDPC, mais à la place, le parti politique avait choisi de se rétracter. Pourquoi? Parce que, selon certaines langues, ils ne voulaient pas donner une fois de plus la possibilité au SDF de remporter les élections dans cette zone-là. Alors, dites-nous, vous pensez quoi, vous, forcément, de ces partis politiques qui passe des ententes avec le parti au pouvoir, mais qui continue de se dire parti politique de l'opposition? Bon, donc je pense que le problème, c'est que l'activité politique, elle est une activité publique. Mais les actes politiques, parfois, ont une réflexion privée. C'est parfois ça la difficulté qu'on a, généralement, les journalistes. Certes, les journalistes sont les historiens de temps présent, donc par conséquent, c'est ceux qui distillent aux populations dans l'opinion que les gens retiennent pour la plupart. Je voulais dire par là pour rappeler qu'en 1997, l'UNDP et le RDPC ont signé un accord de gouvernement qui reste d'actualité. Est-ce qu'elle est caduque? Est-ce qu'elle n'est pas caduque? Je poserai la question certainement au cadre de l'UNDP, au cadre de RDPC pour en répondre à la question. Mais de la lecture de cette collaboration, il n'en demeure pas moins qu'il y avait devait partager un certain nombre de postes gouvernementaux et actionner ensemble pour conduire les affaires de la République. Bon, maintenant, elles sont tellement vagues, cette construction. Et généralement, le problème qui se pose dans la compréhension des uns et des autres, c'est que les gens ont l'impression de penser qu'une fois qu'on ne s'appelle pas RDPC, on est nécessairement de l'opposition. Non. C'est là où tout le hiatus se présente. Parce que l'UNDP peut se prévaloir d'être un parti de l'opposition. Mais il est un parti différentiel du RDPC. Mais il n'est pas nécessairement de l'opposition. À partir de ce moment-là, donc, la posture qu'elle a face aux élections législatives et municipales n'est pas la même posture qu'elle a face aux élections présidentielles. Et c'est cet imbroglio qui fait en sorte qu'il y a un flou artistique qui existe dans toute l'opposition globale. Je vais, pour que les téléspectateurs trouvent l'occasion de la comprendre. Lorsqu'on est un allié, on partage pratiquement tout ensemble. Les élections municipales et les élections législatives, sénatoriales et présidentielles. Or, au Cameroun, c'est le seul pays avec une caractéristique bizarre. Vous partagez seulement la collaboration pour les élections présidentielles. Et après, tous les autres, vous êtes complètement opposés. C'est bizarre. C'est bizarre. Et cette collaboration a permis à l'UNDP, qui, dans sa démarche en 1996, après les élections législatives, de perdre le groupe parlementaire qu'il avait obtenu en 1992, passant de 68 députés à 13. Cette collaboration a permis à l'UNDP d'avoir un seul député en 2002. Il faut bien comprendre. Parce que, à l'opposé, dans toutes les circonscriptions, l'UNDP était pratiquement deuxième, mais le RDPC était toujours premier avec la majorité. Ils avaient 48,82% et le RDPC avait 51,31%. Et donc, par conséquent, il a tout ramassé. Résultat de course, un parti qui, dans la représentation nationale,
au niveau électoral, pèse à peu près 500 000 voix, je le dis bien, il n'est pas loin du SIF. Hein. Il n'est pas loin du SIF quand vous prenez la composite de tous les électorats. Mais qui, dans la réalité, électoralement, au niveau des institutions, représente très peu. Ils ont fini par intérioriser cette manière de faire. Et cette façon de pouvoir faire ce silence, dans cette démarche de stratégie de collaboration, faire en ce qu'on les range pour la plupart dans l'opposition. Mais non, ça n'empêche pas qu'à l'opposition, nous-mêmes, nous sommes aussi en passe de faire cette pratique qui va aux yeux de lui. Et là, je reprends le problème comme là, pour le dire devant la télévision ici. Au regard des résultats crescendo de l'opposition qui sont complètement décroissants, il faut qu'au sortir de ces élections sénatoriales, nous arrêtons. C'est la première fois que le SIF va arriver dans une institution nationale à une dimension forte et nous pour avoir un groupe parlementaire. Parce que qu'est-ce que ça donne un groupe parlementaire? Ça donne un vice-président, ça donne un questeur, ça donne un secrétaire, ça donne le président du groupe et d'autres. Donc c'est des positions de communication, de porter le projet de société de tout l'ensemble de l'opposition. Cette responsabilité incombe beaucoup plus au SIF. Pourquoi? Parce que c'est le parti leader de l'opposition. C'est pour ça que quand nous faisons nos meilleurs culpas dans l'opposition, le premier responsable pour nous dans cette démarche qui n'intègre pas les autres, c'est le SIF. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas contre le SIF. On dit au SIF de prendre toute sa responsabilité, rien que sa responsabilité, parce que c'est à l'issue des 33 partis en 1992 que le score de 36% a été donné à Fondi. Et depuis lors, le SIF ne rassemble pas. Voilà la responsabilité que le SIF doit devoir assumer aujourd'hui pour que nous puissions faire relever l'opposition. Les défaites préparent les victoires. Vous désirez et les répondre? victoires préparent les défaites. Ben oui, je vais sauter sur l'occasion pour dire que chez nous, dans le SIF, nous ne sommes pas opposés à la rencontre de l'opposition. J'en me réjouis. Non, ça je vous le dis. Vous voulez le faire avec des partis d'envergure, comme vous dites. Même pas partis d'envergure. Les portes sont largement ouvertes pour tout le monde. Mais à la seule différence que quand les gens arrivent, ils ne veulent même pas apprendre. Ils ne veulent même pas apprendre. Tu pèses quoi? Tu apportes quoi? Ils n'ont rien entre les mains, mais ils veulent dire qu'il faut que nous soyons... On vous a longtemps critiqué pour cette position que vous affichez encore aujourd'hui. Écoutez, madame, entre nous, j'ai toujours posé cette question. Est-ce que vous verrez un jour une bicyclette en train de tirer un camion? C'est pas possible. On ne veut pas dire que nous sommes très grands, mais on voudrait que les gens qui arrivent apportent quelque chose qui va nous permettre de décoller ensemble. Mais on ne peut pas venir comme ça, tu n'as rien parce que tu as un parti politique que tu as créé la veille, et tu arrives, tu n'as même pas des militants qui peuvent remplir une cabine téléphonique, et puis tu dis que tu vas venir imposer tes lois. En politique, on se complète. Non, je voudrais compléter, je dis, j'ai vu quelque chose de très important ici. Pour que vous continuez. Oui, s'il te plaît, j'ai vu quelque chose de très important ici. Quand vous vous êtes associé avec le CPPI, avec les autres machins pour faire les élections législatives, pour moi j'ai apprécié. Moi j'ai apprécié. Je voudrais que ce soit de la même manière que les autres comprennent qu'on ne vient pas les bras vides. Hein? Un MP pour lequel j'ai beaucoup de respect, n'est-ce pas? Vous savez que vous avez un MP dans un milieu, vous avez quelque chose à gagner parce qu'au moins ils font des recherches, ils amènent ils ont des hommes de valeur. Mais ailleurs, d'autres n'ont rien, mais ils veulent être en headline. Je dis, ce n'est pas possible. Non, un petit jet pour dire que, en fait, c'est le SIF qui a prêté le flanc à cette disposition pour que vous soyez affaiblis. Ce que vous dites, votre dialectique tiendrait si tant est que, au moment où vous avez mis la CNDSR en place, vous n'avez pas tenu compte du critère pour la désignation. Là où il y a eu un glissement, vous avez glissé en saison sèche, monsieur le maire. Ça m'étonnerait. Bon, je veux me féliciter de la brillante analyse politique du conseiller du mouvement patriotique. Progressiste. Oui, mais la démarche me semble être un peu curieuse et rocambolesque qu'on fasse le procès au SDF alors qu'il y a son qu'est-ce que le MP fait. Mais je crois que c'est une analyse brillante qui retrace un peu la revue de la littérature des scores politiques des différents partis pour dire en fait qu'à la réalité, là je le dis vraiment de l'expérience d'une dizaine d'années de recherche sur la question politique, on ne peut pas parler véritablement d'opposition au Cameroun. Donc je crois que véritablement, il y a peut-être certains partis qui peuvent peut-être le faire encore ou bien qui gardent un peu la tête au-dessus de l'eau comme le SDF. Mais je crois que les prouesses du SDF au sénatorial, il faut peut-être comprendre. Le SDF, si on va d'une analyse arithmétique et que ce sont les conseillers municipaux qui participent à l'élection des sénateurs et dans le respect du discipline du parti, mais on ne se serait pas attendu à ce que le SDF ait le moindre siège. Ouais, je crois que le problème du fond, c'était, parce que si c'était pour poursuivre votre analyse, comment des conseils municipaux peuvent participer à l'élection de 2 mandatures. Il aurait fallu d'abord peut-être que des élections municipales se tiennent, qu'on ait une nouvelle carte politique municipale.
et que les prouesses obtenues par le SDF, je crois que donnent quand même des signaux assez forts qu'il y a une éducation ou une socialisation politique qui est en train de se faire. Parce que la conclusion immédiate, directe et irréfutable, c'est qu'il y a eu défection dans les rangs des conseillers municipaux du RDPC dans la zone du Nord-Ouest. Ça veut dire qu'il y a véritablement des conseillers RDPC qui ont passé la carte au SDF, donc qui ont compris que véritablement dans ce parti, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faudrait craindre pour la suite qu'il y ait un effet d'entraînement. Parce que la Damawa dont nous parlons, je crois que c'était un problème de vice de forme, ainsi de suite. Sinon, la Damawa n'était pas acquis au SDF dans la dernière... Oui. En 2013. Oui, en 2013. Donc, je crois qu'il y a quand même un acte assez fort à placer à l'actif de ce parti, le premier de l'opposition pour le moment, et que je souhaite peut-être pour l'avenir aussi, qui a quand même essayé de faire un travail de sensibilisation et de socialisation politique pour essayer de mettre en débandade quelques conseillers municipaux. Et si ces élections étaient à reprendre, vous pouvez être convaincu que cet effet d'entraînement peut peut-être aller ailleurs. Et là, on dénote donc une sorte de conscience politique que les Camerounais prennent. Et il s'agit quand même des conseils municipaux, c'est-à-dire des gens qui sont à la base, dont il faudrait craindre pour les élections à venir, avoir d'autres... Surtout que pour les élections à venir, on sera dans un scrutin direct. Direct. Donc je crois que les signaux qui sont venus de Bamenda traduisent des effets avant-coureurs politiques qu'il faudrait peut-être craindre, et c'est tant mieux pour les RDPC. Monsieur le maire, vous voulez prendre... Je voulais dire quelque chose pour dire que même à Douala, pour ne pas dire dans le littoral, si le RDPC n'a pas fait un passage en force, je suis sûr que les résultats seraient différents. Parce qu'ils ont profité de l'occasion pour reculer le Cameroun 150 ans en arrière. J'ai vu des choses horribles ce jour. Vous voyez des conseillers municipaux, des grands électeurs, qui sont rangés dans des tas de fortune pour venir les mettre en rang, et quelqu'un est là pour guetter, il faut voir absolument ce qu'il veut voter. Attendez, donc les gens n'étaient plus libres. Ils ne sont même plus grands électeurs. Je dis que si on avait laissé ces gars aller voter de leur propre cœur, je crois que le RDP aurait perdu même dans le littoral. D'accord. Non, messieurs, permettez que Jean-Marie Chacon également s'exprime sur la question. Vous avez chacun fait 2 tours de table. Je voulais quand même, à votre permission, monsieur le conseil municipal, s'il vous plaît. Je voulais dire un mot sur l'article de Jeune Afrique qui est passé un peu inaperçu sur ce plateau de télévision pour faire observer que Jeune Afrique, me semble-t-il, est un journal aux ordres depuis un certain temps. Jeune Afrique n'est pas à son premier coup. Vous savez que ces derniers temps, Jeune Afrique perçoit beaucoup d'argent au niveau de la présidence de la République. Je le dis en connaissance des causes. D'accord. Et vous savez très bien que... Ça veut dire que vous assumez totalement ce que vous venez de dire aussi. Je vous dis par la suite que les récentes unes de Jeune Afrique, on les a surnommées, c'est dans les unes des Dauphinats. Donc vous voyez telle édition, le Dauphin, le président de la République, c'est tel. Après le Dauphin, c'est tel, ainsi de suite. Ils ont fait une très belle comparaison entre le président de la République et le ministre Laurent Issou. Vous avez compris. Alors, vous comprenez donc que l'article sur le SDF, sur la probable entrée du SDF et de Nidjon Fundi au Sénat, était un article commandé. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'un journal, la trame du Jeune Afrique, ne puisse pas respecter le moindre principe élémentaire des recoupements en matière de traitement de l'information? J'ai essayé de lire cet article qui en réalité était comme une sorte de bref. Où nulle part on ne fait allusion à ce que... Vous dites que John Fundi a été reçu à la présidence. Aurait été reçu. Même si c'est aurait été reçu. Le conseil, ça ne change rien sur la mauvaise foi manifeste de l'auteur de cet article. Parce que voyez-vous, Jeune Afrique, l'auteur de cet article, aurait au moins pu nous signaler qu'il a appelé John Fundi. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a été reçu à la présidence et vous ne l'appelez même pas. Et si dans l'article on avait au moins précisé que, après avoir joué à John Fundi au téléphone, voici ce qu'il en dit en matière journalistique. Pas de recoupement, pas de publication. Vous ne pouvez pas publier ce qu'on n'a pas recoupé. Donc je suis convaincu à 90% que cet article avait une autre motivation qui consistait à
déstabiliser l'opposition. Parce que c'est de ça qu'il est question. Alors, il s'agissait de déstabiliser l'opposition. D'ailleurs, j'ai été surpris parce que si vous voulez être, si le SDF veut être logique avec lui-même, vous ne pouvez pas refuser au fil des années, l'entrée au gouvernement, l'entrée à ceci, et vous venez accepter un maigre poste de sénateur. Et surtout que sur tous les plateaux de télévision, dimanche dernier, les plateaux de débat, chaque militant SDF qui était sur le plateau était d'accord pour dire que en cas de nomination d'un sénateur SDF, la réponse serait non merci. Oui. On n'a pas compris la sens de cet article. Pour que les gens se reviennent au point de vue historique, tout en faisant l'éloge à l'historien du temps présent, le journaliste, pour dire que dans la section de 2013 à 2018, on a nommé un suppléant de l'UDC qui a décliné. Exactement, Adam Koutpit. Voilà, parce qu'on ne légifère pas par nomination. C'est un principe de base dans lequel le mouvement progressiste est inscrit. Donc on ne peut pas légiférer par nomination. Vous ne pouvez pas être libre de votre pensée, de conduire cela, tout en étant non nommé. Parce que cela renvoie à un autre problème qui va se poser plus tard. C'est vrai, ce n'est pas l'objet, mais j'aimerais bien partir de ce débat-là. C'est la nomination des délégués du gouvernement pour coordonner les élus. C'est une incongruité. C'est une incongruité. C'est pas possible. Donc vous voyez que là, il y a pas mal de problèmes. Mais une petite anecdote pour aider, parce qu'il a parlé de la sociologie et de la remodification de la compréhension de l'opposition. J'adhère. Et cette variante ou cette modification, cette mutation ne s'est pas faite qu'au nord-ouest. 22 conseillers à l'est ont voté pour l'UNDP. Ça veut dire que, en fait, c'est l'opposition qui ne prend pas le pôle. Dans le sud également. Le blanc pôle de la mutation des Camerounais. Les Camerounais, qu'est-ce qu'ils recherchent à l'heure actuelle? La malgouvernance est amenée à ce qu'ils recherchent des solutions de coalition pour se sortir de là. Ils ont l'impression qu'ils ont tellement le dos au mur pour que nous continuions, nous les acteurs, les responsables, à se diviser. Et c'est cela qu'ils nous font payer. Ils disent, mais non, ne divisez plus. On a tellement de problèmes de chaque... Essayez de vous entendre, ne serait-ce que pour ce plan minimal-là, il faut qu'on soit en capacité de le faire. Et le dire, c'est qu'on a fait des expériences au passé, docteur. En 2002, il a si bien dit, cette mutation de la compréhension de la mutualisation des forces que nous avons expérimenté en 2007, qui a permis à qui d'être député. Voilà. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc à partir de cette expérience-là, il faut qu'on aille un peu plus loin, tout en tenant compte naturellement des valeurs, monsieur le maire, je vous rassure. Parce que dans la France insoumise de Jean-Louis Mélenchon, 7 députés ne sont pas méritants, mais c'est des hommes de valeur que Jean-Louis Mélenchon allait chercher pour des spécialisations. Et je veux dire aujourd'hui, je le reconnais, que autant dans le SDF, il y a des gens de qualité, brillants, autant aussi il y a dans d'autres formations de l'opposition des gens extrêmement brillants. Et il faut les mettre ensemble. Si on arrive à les mettre ensemble, il y aura l'espace pour tout le monde. Parce qu'il nous faut à tout prix avoir 60 députés pour bloquer toute modification constitutionnelle. Absolument. Au cas où le président Biya devrait avoir. Parce que maintenant, avec les mêmes mises qu'il a au Sénat, s'il a les mêmes de belles analyses qui ont du mal à être quand même appliquées sur le terrain. Je reviens avec vous, Jean-Marie Chaton, pour parler justement de ces nominations-là, vous ne vous êtes pas encore exprimé dessus. Comme pour revenir sur les propos d'Hilaire Zipon tout à l'heure, on prend les mêmes, on recommence. On a des personnes qu'on a vues dans l'échéance passée qui sont revenues, sauf que dans le monde de la communication, justement, chez les journalistes, il y avait certaines informations qui circulaient et faisaient état de ce que l'ex-ministre Mebengo serait nommé sénateur, ce qui n'a pas été le cas. On a parlé également de Belinga Eboutou qui aurait pu se retrouver président du Sénat, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il n'est même pas nommé sénateur. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe dans le sérail? Est-ce que le président de la République, lui, cette fois, était dans une optique de déstabilisation? C'est vrai que beaucoup parlent de continuité, mais lorsqu'on va chercher plus loin, on se rend compte qu'il a pris les gens à contre-courant. Non, vous savez que très bien que généralement, quand on veut vous saquer, entre guillemets, comme ça c'est dit dans notre jargon, on vous présente comme le futur ministre. Et dès lors que c'est dit, vous avez peu de chances d'être nommé. Donc, si on veut rester dans cette théorie-là, dans cette logique, effectivement, dès lors que le président se rend compte que des gens qu'il avait préparés pour être portés à tel ou tel poste, qui a eu fuite par rapport à cela, il est possible qu'il revoie sa copie. Mais aussi, je ne voudrais pas dire que c'est ce qui justifie, n'est-ce pas, l'acte présidentiel. La vérité aussi, c'est que nous faisons beaucoup dans les devinettes, ce qui n'est pas toujours... Parfois, on fait des analyses sans aucune preuve, sans avoir des éléments probants qui puissent asseoir. C'est pas parce que Belinga Eboutou était...
comment on appelle, DCC, que juste après sa sortie, il va être nommé sénateur. Ça, parfois, c'est des choses que les gens racontent au quartier, racontent dans les bars, et ça se retrouve sur les réseaux sociaux, et les gens relaient ça, alors que ça n'a aucun fondement, ça n'a même pas de probabilité politique d'avoir une chance d'aboutir. Donc, je n'ai pas été surpris. Le président de la République est libre de nommer qui il veut, ça c'est clair. Il a nommé les gens qu'il a pu nommer, qu'il a nommé, sans que, n'est-ce pas, effectivement, qu'on ait pu avoir des surprises en tant que telles. Ça, c'est quelque chose de... Vous voyez aussi, Niad Zifedi, encore président du Sénat. En principe, si le président doit être logique avec l'humour si vous êtes cohérent, effectivement, dans la continuité, 6 ans, il a fait 4 ans. Non, mais en même temps, vous ne pouvez pas soutenir qu'il y a eu fuite d'informations, le président change. N'amenez donc pas le président à changer sa copie. Mais non, c'est la possibilité qu'il y ait une fuite d'informations. Je crois que vous n'avez pas eu le temps de connaître qui est le président Biya. Il est là, président. Le président Biya ne fait pas de modifications au hasard. Enfin, en fait, il peut enlever le cousin pour mettre l'oncle, et puis il enlève l'oncle pour mettre la tante. En fait, il ne va pas très loin. Je suis sûr que le sénateur Niad Zifedi reviendra encore au perchoir. Parce que, regardez, il a repris les mêmes, à quelques différences près. Peut-être que dans le nord-ouest, il a enlevé Achidi Achou et il a mis quelqu'un d'autre. Dans le nord, il a dû enlever. C'est comme ça. Mais en réalité, les gens. Mais sans vous couper une seconde, voyez-vous par exemple à l'ouest, vous connaissez combien de chefs traditionnels étaient partants pour solliciter le poste de sénateur? Ils sont nombreux, les chefs traditionnels de l'ouest, qui ont voulu se faire nommer à la place de Niad. Et justement, permettez que je rebondisse sur cette analyse que vous venez de faire. Cette fois-là, la question, je vais la poser au docteur Charles Gadifna. On s'est rendu compte, justement, dans ces nominations, si on va parler du nord, du sud, et même aussi un peu de l'ouest, qu'il y a beaucoup de chefs traditionnels qui se sont retrouvés nommés sénateurs par le président de la République. On se souvient déjà de cette grande une du Cameroun Tribune qui avait titré Paul Biya, le candidat des chefs traditionnels, ce qui pourrait montrer à juste titre que le président de la République pourrait se représenter. De toutes les façons, j'aimerais que vous puissiez nous faire une analyse là-dessus. Le président de la République qui se rapproche de plus en plus des chefs traditionnels, on l'a vu avec le périple de Paul Atanga Ndji, on le voit aujourd'hui encore avec la nomination de ces chefs traditionnels. Que recherche Paul Biya? Ok, je voudrais commencer d'abord par l'approche de la nomination. Je crois qu'il est quand même clair, assez établi que le président a juste prévalu les prérogatives constitutionnelles que lui confèrent les dispositions de notre loi fondamentale. C'est évident, dans son pouvoir discrétionnaire, il peut nommer sur les 30 qui il veut. Je crois qu'on ne peut pas remettre en cause le choix ou les décisions du président. Le président a juste apporté la preuve qu'il reste légaliste, qu'il reste formaliste, et au plan politique, il reste impuriste, puisqu'il l'a fait dans les délais prescrits par la Constitution. Donc je crois que le problème ne se pose pas au niveau de ces prérogatives-là. Maintenant, sur le choix, je crois que l'analyse doit être un peu plus profonde et doit attester au moins de 2 faits politiques majeurs. Le président de la République, en jetant son dévolu sur les chefs traditionnels, surtout de cette zone, administre la preuve du déficit affectif politique de la classe dirigeante originaire de la région qui n'a pas pu juguler la crise. Le président prouve donc aux chefs traditionnels qui ont une dimension charismatique et qui ont une force polémologique en politique. Ça veut dire que c'est des timoniers de guerre. Ce sont des boucliers de guerre dans cette approche particulièrement. Il apporte la preuve que les ministres ou bien l'élite bureaucratique de la zone n'a pas pu convaincre la population. Les chefs traditionnels apparaissent donc comme l'âme qui peut maintenant revivifier le nord-ouest. Ça justifie pleinement le pouvoir. Autrement dit, si les ministres, premiers ministres de la zone nord-ouest, ainsi de suite, avaient la possibilité de parler aux populations et de résoudre le sujet, je crois que la démarche du président aurait été différente. Donc le président administre la preuve du déficit affectif au plan politique de la zone. Nous ne tenons pas le calendrier peut-être des remaniements, mais par les retouches qui ont été faites, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens. Et c'est comme ça qu'il faudrait davantage y voir l'entrée des chefs traditionnels. Parce que si c'est au plan des rendements, ces chefs traditionnels ne sont pas crédités d'un background politique pour dire qu'ils vont apporter un supplément d'âme ou bien une valeur ajoutée au Sénat. C'est plutôt un choix
tactique qui relève du subterfuge et de l'artifice politique du président de la République à recadrer ou alors à reprendre en main la situation. Et c'est un couteau effectivement à double tranchant. Si les chefs traditionnels passent outre, il revient maintenant à ces chefs traditionnels donc de perdre la face et de leur vider de leur substance parce qu'ils apparaîtront comme des chefs dont la parole n'est pas suivie. Donc, je crois que c'est un scénario de marteau et de l'enclume. On se souvient également que lors de sa visite dans le nord-ouest et le sud-ouest, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, a justement précisé aux différents administrés de continuer de donner le respect auquel on doit les chefs traditionnels. Vous vous souvenez, l'année dernière, l'année surpassée, a été forte du côté du nord-ouest justement, où on avait des chefs traditionnels qui étaient molestés, on avait des chefs qui étaient contestés par la population. Vous en faites bien la rémémoration de ce système. Vous avez vu, je crois qu'on l'a vu personnellement, je n'y étais pas, mais vous avez vu des chefs traditionnels pratiquement en extase avec de l'arbre de la paix accueillant le ministre Paul Atanga Ndji. Dans le sud-ouest. Et puis, il faudrait comprendre que le président Biya lui-même est un chef traditionnel, donc c'est une Il est le fond d'un fond. Vous avez Je n'entendais pas. Oui, il est... Oui. Je pense que, toute proportion gardée, il ne faut pas se leurrer dans l'analyse que fait le docteur tout à l'heure, qu'il y a les élections présidentielles et la rame de lancement certainement va être ces sénateurs-là qui vont devoir ouvrir, parce que vous savez, les sénateurs sont les sénateurs de la région. Toutefois, il y a peut-être 2-3 lectures que je voudrais apporter, peut-être des personnalités suffisamment fortes. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les chefferies traditionnelles, quand bien même sont les auxiliaires d'administration, il faut à tout prix les impliquer politiquement, parce que c'est là un peu le danger. Parce que les résultats politiques sont en fonction de la gouvernance, qui, lui, ne respecte pas complètement les traditions. Il faut faire très attention. Et là, sa conclusion me semble tout à fait... Parce qu'on est entre le jeu de marteau et l'enclume. Je prends le cas très simple. Généralement, au Sénat, la première vice-présidence, ce qui semble être le cas, si nous pensons que ça va être la continuité, ça va être donc Rebouba. Certainement, l'un des tout-puissants chefs, naturellement. Mais il n'en demeure pas moins que de cette posture-là, l'UNDP fait une incursion suffisamment forte dans sa zone. Pour, par exemple, la commune de Toubourou, où l'UNDP, malgré toute son implication, l'UNDP leur a ravi la vedette. Ça a fragilisé pour autant cette autorité traditionnelle avec ces Dungari qui l'a complètement installée. Voulons-nous garder nos traditions tout en tenant compte de ces paramètres-là? Là est tout le débat. Parce que lorsqu'on va complètement clochettiser cette tradition-là, et là, dans le modernisme, il ne faudra pas qu'on s'étonne que demain matin, les femmes insistent à violer certaines dispositions dans le marché. J'ai préféré l'apporter. Mais il y a 2 paliers sur lesquels le président Biya, il faut le dire en termes de lecture, on la rend. Il y a donc la puissance de ces chefs traditionnels, vous savez le rôle prépondérant que joue le sultan Bomonjoya au niveau du Sénat. Mais il n'en demeure pas moins que le président de l'association des chefs du Cameroun, c'est bien entendu le Lamido de Garoua, qui est lui membre du gouvernement. Vous voyez qu'il est dans une subtilité politique dans laquelle il distribue les cartes en fonction des paramètres de ce qu'on lui apporte. Et ici, par exemple, dans le littoral, il y a Madiba Songhai, qui joue complètement, qui est à l'heure actuelle le président de l'exercice du Ngondo. Ce qui pour autant l'a donc obligé tous les chefs traditionnels à appeler. Mais sous pour autant, les résultats vont-ils suivre cette élection-là? Seule la gouvernance et le bilan permettent à l'électorat direct de décider. Très bien, messieurs. Merci à vous d'être venus partager avec nous ces moments d'analyse et de compréhension sur le plateau de droit de réponse. Vous avez dû abandonner vos occupations respectives pour être là. Je vous en remercie. On remercie également les téléspectateurs qui sont restés avec nous tout au long de l'émission. C'est ici que s'achève droit de réponse de cette édition. Et je vous propose de rester très connectés sur Equinox Télévision parce que juste après nous, vous avez l'émission Dimanche avec vous qui aujourd'hui accueille la première hôtesse de l'air camerounaise qui s'appelle Cécile Fouda. Vous verrez comment elle est restée très jeune, très belle et très conservée juste après nous dans Dimanche avec vous.